Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans les studios de Réaction 19. Aujourd'hui, Carlo m'a laissé le micro pour vous présenter un passionné de géopolitique qui a investi toute sa vie dedans. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir de recevoir Claude Janvier. Merci beaucoup. Bien le bonjour à vous et un énorme merci à toute l'équipe de Réaction 19 et à Maître Carlo Brusa. Alors, Claude, avant de commencer, je vais revenir sur votre livre, votre Mhm. ancien livre qui a été écrit en 2023, Oui, donc Les Démasqués, avec une petite citation. Donc, pensez qu'il n'existe pas une convergence d'intérêts émanant d'une minorité mondiale tentant d'exercer un contrôle, tant les preuves abondent, c'est être dans le déni. Malheureusement, trop de gens refusent de comprendre et d'admettre. Claude, si vous voulez bien, afin d'éviter qu'on soit dans le déni, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement un petit peu en profondeur votre dernier bouquin, L'État profond français? d'accord. Bon, alors on saute donc des démasqués qui dirigent réellement le monde, qui est effectivement un état profond mondial, en fait, pour en arriver à l'état profond français. Voilà. Euh, Avant de commencer, pour donner un petit peu de crédibilité pour les gens qui ne vous connaissent pas, Mhm. est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter aussi François Lagarde, avec qui vous avez coécrit ce livre, qui est aux éditions KA Éditions. D'accord. Eh ben, en Voilà. fait, moi, je suis donc écrivain, essayiste, chroniqueur aussi sur une web TV qui s'appelle donc TVADP, Télévision Alliance du Peuple. Alors, l'idée de ce livre, en fait, c'est il y a 3 mois en arrière, mon ami François Lagarde m'appelle et me dit, ça serait bien qu'on sorte un livre sur l'État profond français. Bon, moi, je voyais ça dans un an, tranquillou. Mais il me dit non, ce qui serait intéressant, c'est de le sortir donc avant les élections européennes. Et là, je lui dis, bah oui, non, mais attends. Il me dit, mais j'ai beaucoup d'infos, tu en as aussi beaucoup. Donc je suis sûr que si on s'y met, eh bien, on va y arriver. Donc on a joué le jeu. J'ai appelé mon ami Hichem Kassem, qui est directeur de K Édition. Il a accepté de bousculer son agenda, parce qu'un éditeur a Mhm. aussi un agenda. Et en fait, on est content d'avoir réussi à le faire en quelques mois. Et il est sorti, c'est tout chaud, il vient de sortir le 15 mai 2024. Voilà un peu comment est né ce livre. Et là, on explique effectivement en long, large, travers et diagonale ce qu'est l'état profond, mais je pense qu'on va y On revenir. va y revenir, oui. Et donc, cette passion d'écrire, elle vous vient d'où? Alors, Et surtout la géopolitique. oui, bah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre en fait la politique d'un pays si on ne comprend pas la géopolitique mondiale. Beaucoup de gens, des fois je discute avec beaucoup de gens me disent oui mais bon moi la France, il n'y a que la France qui m'intéresse. Bah oui, bah non, on ne peut pas comprendre la politique d'un pays si on ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Il est bien évident qu'il y a une interaction entre les politiques de tous les États et la politique de son propre pays. En plus, au niveau de l'européen et au niveau de la France, eh bien, comme on est quand même soumis au diktat de l'oligarchie financière mondiale apatride anglo-saxonne, ben, il est bien évident que c'est encore plus en interaction. Donc, notre politique dépend effectivement donc de la politique anglo-saxonne. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur cela. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre, L'État profond, justement pour nos auditeurs qui ne sauraient pas? À quoi ça D'accord. correspond? Alors, il faut comprendre qu'au-delà de Emmanuel Macron, qui est donc aujourd'hui président de la République, comme chacun le sait, au-delà des ministres et qui sont quand même sous les feux de la rampe, puisqu'en fait, on parle beaucoup du chef de l'État et des ministres, ce qui est logique. On parle beaucoup de qui dirige un pays. Après tout, voilà, ce sont eux qui sont la cible, euh, effectivement, des informations, etc., etc. Mais au-delà de cela, il y a toutes les éminences grises derrière, il y a tout un réseau de gens qui travaillent pour faire en sorte que tout ce qui se passe au sommet de l'État se fasse. Il y a des gens qui soufflent à l'oreille du président, il y a des gens qui font quand même la pluie et le beau temps au sein de l'État profond français. Alors, un des points névralgiques, je dirais, du pouvoir, c'est Bercy. Bercy étant le ministère de l'économie et des finances et le ministère du budget aussi. Bercy, ça représente les finances et les finances représentent toujours le pouvoir, le cœur du pouvoir. Malheureusement, sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. Donc il est bien évident qu'au niveau d'un État, eh bien,
les finances, c'est au premier plan. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre avec cette notion d'État profond, c'est que tous les pays ont un État profond. Hein. Aux USA, il y en a un, en Allemagne, il y en a un, etc. Après, il faut faire le distinguo entre un État profond qui va œuvrer quand même pour faire en sorte que le peuple aille bien et que le pays en question aille bien, et un État profond qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire qui ne pense qu'à s'enrichir lui-même, je parle au niveau de l'État, là, Mhm. profond, qui ne raisonne qu'en termes de leur précaré et qui ne raisonne qu'en termes de conserver leurs privilèges et leurs avantages au mépris du peuple. Et c'est ça le problème. Le problème en France, depuis bien trop longtemps, nous avons des dirigeants qui ont en fait un mépris viscéral envers les peuples. C'est-à-dire, ils n'aiment pas le peuple, ils ont un mépris. On a vu cela pendant les Gilets jaunes, on a vu cela pendant cette crise sanitaire Covid. Donc, il est bien évident que, voilà, il faut faire toujours le distinguo, parce qu'un État profond n'est pas forcément malsain. Il l'est et il le devient quand il commence à lutter contre le peuple et pour l'asservissement du peuple. Et en France, donc cet État profond, en fait, donc cette petite élite, Mhm. ils sont réunis en clubs privés. Oui, Vous avez des noms de ces clubs? bien sûr. Alors, il y a des clubs privés. Alors, ce qu'il faut comprendre, je vais les citer, mais avant, ça nécessite une explication. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a collusion de plus en plus au sommet de l'État entre la haute fonction publique et, je dirais, les hautes fonctions des domaines privés. C'est ainsi que des grands PDG des grosses multinationales françaises et des banques privées se retrouvent en pleine collusion avec la haute administration publique. Donc, il n'est pas rare aujourd'hui et de plus en plus, et c'est ça le problème, c'est qu'une personne de la haute administration publique passe dans le domaine privé. À ce moment-là, on appelle ça faire du pantouflage. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'une personne assez haut placée dans le privé passe dans la haute fonction publique, et là on appelle ça du rétro-pantouflage. En fait, ils se repassent les postes afin de conserver encore mieux leurs privilèges. Alors ça, c'est déjà une chose. Après, on comprendrait mieux avec un exemple, par exemple. Oui. Un exemple, par exemple, oui, ça fait un peu pléonasme, mais bon, un exemple. Société d'autoroute. Comme chacun le sait, Dominique de Villepin, qui n'a pas fait que des bonnes choses, avait fait cadeau donc des sociétés autoroutières qui étaient nationalisées à Mhm. l'époque. On a fait cadeau à des sociétés privées. Donc jusqu'à présent, ces sociétés privées ont fait d'énormes bénéfices, des bénéfices vraiment colossaux. Mais moi, ce qui est étonnant, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que quand on parle de l'État profond, là, il y a quand même eu 3 ou 4 plans de relance de la part de l'État, parce que ces pauvres sociétés autoroutières ne faisaient pas assez de bénéfices et n'arrivaient pas à financer leurs travaux. Donc tout à coup, l'État intervient et dit « Oh ben bonjour, on va vous faire un petit plan de relance, parce qu'en fait, on ne voudrait pas quand même que vous arrêtiez d'empocher les bénéfices et que vos actionnaires arrêtent d'empocher les bénéfices. » Donc là, c'est une honte absolue parce que s'il y a une interférence entre l'État et le privé, donc au grand bénéfice des sociétés privées. Quant à l'argent de l'État qui est allé aider ces pauvres sociétés routières qui, soi-disant, ne s'en sortaient pas, bah, c'est financé avec nos deniers, avec l'argent de nos impôts. Donc voilà, quand on parle d'État profond, on parle de ce genre de choses. Après, c'est vrai, il est évident que cet État profond, c'est beaucoup des réseaux. Et les réseaux, ben, c'est des clubs privés, des clubs discrets, secrets. Et en France, il y en a quand même 3 assez intéressants, enfin 4, assez intéressants. Et les plus gros, on va citer le Club du siècle, Mhm. on va citer l'Institut Montaigne, on va citer le Cercle Turgot, on va citer aussi le think tank Terra Nova, qui était soi-disant plus à gauche. Soi-disant, je dis bien, parce que la notion de droite-gauche depuis François Mitterrand, en fait, est un vrai leurre. Ça n'existe pas, en fait. Je veux dire, moi, ça me fait bien rire quand j'entends des gens me dire « Oh ouais, moi je suis de droite et moi je suis de gauche ». Mais en réalité, depuis François Mitterrand, ça ne veut plus rien dire, puisque du temps où il était président, il y avait quelquefois des premiers ministres de droite. On se souvient d'Édouard Balladur, à qui d'ailleurs on consacre un chapitre entier dans notre livre, puisqu'il s'est toujours défendu qu'il ait été le père des privatisations, et en réalité, il n'a pas jamais arrêté de privatiser. Donc voilà. Donc dans ces quatre gros groupes, on va dire, comment on y rentre?
Ah bien parce que ce sont toujours les mêmes qui rentrent, ils se cooptent entre eux. C'est-à-dire que vous, comme moi, on va essayer d'y rentrer, on n'y rentrera jamais parce qu'on ne fait pas partie du sérail. En réalité, qui il y a dans ces grands groupes? Eh bien, il y a tous les politiciens, les politiciens de haut vol, il y a les grands patrons de presse, les grands patrons des multinationales françaises. C'est ainsi que, bah, par exemple, sur l'Institut Montaigne ou le Club du siècle, vous retrouvez Claude Bébéar, je ne vais pas présenter qui c'est, Henri de Castries, Marc Ladré de la Charrière, Thierry de Montbrial. Tous ces gens, en fait, se passent du siècle à l'Institut Montaigne, au Cercle Turgot et vice-versa. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ils ont tous des postes interchangeables, c'est-à-dire ils se les refilent. Tiens, moi j'ai été président du siècle, hop, c'est ton tour. Tiens, moi j'ai été président ou directeur adjoint de l'Institut Montaigne, c'est ton tour, je te refile le bébé. Et comme ça, tu vas continuer à empocher de bons salaires et profiter évidemment de tous les avantages de la République, puisque le salaire est une chose, les voitures avec chauffeur, les avantages, enfin voilà. Donc en fait, ils se cooptent entre eux, ils se gardent un peu tous ces postes. C'est vraiment une chasse gardée. Précaré, quoi. Leur précaré. Mais ils sont financés comment alors, ces cercles? Ils sont financés par les deniers de l'État, souvent par des cotisations. Mais les cotisations, il faut comprendre aussi, c'est que les cotisations des politiciens, souvent, bah, déjà, un, ils ont les moyens de le payer, et puis deux, ils se font un petit peu aider. Vous savez, c'est un espèce de, c'est un espèce de cercle, en fait, de cercle, de boucle. À partir du moment où ils ont des postes, ils ont de très bons salaires, ils cotisent certainement pour faire perdurer leur club. Mais d'un autre côté, c'est gagnant-gagnant parce qu'ils ont d'énormes avantages et ils en tirent parti de tous les postes qu'ils occupent. Ce qui est très intéressant, en fait, je m'étais amusé à dresser le portrait, mais d'ailleurs c'est dans notre livre, pour imager cela, un haut fonctionnaire d'État qui s'appelle Renaud Denoy de Saint-Marc. Et c'est un monsieur âgé aujourd'hui, mais il a été secrétaire général de l'Élysée dans les années 86 à 96, je crois. Il a été. Alors, ça qui est intéressant, c'est que ce monsieur, donc secrétaire général de l'Élysée, ce n'est pas rien, hein, c'est un haut poste. Et en même temps, avec des dates qui chevauchent, il était à la fois aussi président du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, il était président aussi de l'ENA, il était président d'Académie de sciences politiques, il était président ou vice-président d'autres académies, etc. En fait, il a été aussi président de la chasse, enfin du prestigieux club de chasse français, parce que c'est un fort lobby, hein, les chasseurs en France, il faut le savoir. Et en réalité, ce monsieur, bah, il a cumulé je ne sais pas combien de postes. La liste que je viens de donner est loin d'être exhaustive. Il a même été effectivement président du siècle, le fameux club dont j'évoquais à l'instant, que j'évoquais à l'instant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là conservent toujours des avantages et se repassent les postes. Alors, c'est pas qu'ils sont pas intelligents. Je ne vais pas faire insulte à l'intelligence de M. Denoy de Saint-Marc. Je pense à un monsieur intelligent, très très instruit. Mais moi, la question que je pose, c'est comment on peut cumuler 10, 15, voire 20 postes, Oui, c'est ce qu'on voit sur votre livre. voilà, et les tenir efficacement. C'est impossible. C'est impossible. On peut éventuellement arriver à cumuler un poste de poste. 3, je veux bien. Mais 10, 15, c'est impossible. On ne peut pas être bon au tout. On peut pas non plus, on n'est pas Shiva, on n'a pas 15 bras et 15 cerveaux et qui vont travailler à chaque fois sur un dossier. Donc là encore, ça veut bien dire que c'est vraiment du copinage, c'est vraiment du piston. C'est-à-dire que ils se repassent les postes intéressants et ils se les gardent. Et ça, c'est inconnu du grand public, parce qu'en fait, M. Renaud Denoy de Saint-Marc, inconnu du grand public. Qui connaît ce monsieur, à part effectivement les politiciens, le milieu de la haute fonction administrative? En réalité, personne n'a jamais entendu parler de lui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Emmanuel Macron a fait le ménage depuis qu'il a été élu à la tête du pays. Il a fait vraiment le ménage. C'est-à-dire il a commencé à écarter tous les seniors
pour au y sein placer au au sein sein de de l'État. l'appareil de l'État, pour y placer les jeunes loups et les jeunes loups dans longue. Bah, il est jeune après tout, Hmm. hein, et c'est pas contrairement à beaucoup de nos présidents d'avant, c'est quand même le président le plus jeune en France. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a placé à la tête de plus en plus dans tout l'appareil de l'État des jeunes loups et des jeunes loups dans longue. Mais et récemment, il a donné le coup de grâce. Alors, quand je parle de jeunes loups et de jeunes loups, totalement inféodé à sa cause, bien évidemment. Et le dernier coup de grâce qu'il a donc fait à l'administration française, la haute fonction publique, c'est au niveau des ambassadeurs et du corps diplomatique. Il a supprimé le corps diplomatique 2023. Il a donné le choix aux ambassadeurs et aux fonctionnaires du corps diplomatique. Il leur dit soit vous rejoignez le pot commun des administrateurs de l'État, soit vous partez. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons même plus de corps diplomatique indépendants et qui connaissent les dossiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel administrateur de la haute fonction publique peut être amené à jouer le rôle d'un ambassadeur. Mais on ne joue pas le rôle d'un ambassadeur comme ça. Ambassadeur, c'est une école. Ça s'apprend, ça se travaille. C'est de la diplomatie. Et nous n'avons plus de corps diplomatique. Ce qui veut bien dire que là, c'est encore une des manifestations de l'État profond français. Tout est de plus en plus contrôlé. Est-ce que ces jeunes loups, alors, normalement, à la haute administration, on sort de l'ENA. Oui, Donc, est-ce que ces jeunes loups sortent de l'ENA ou pas? en grande partie oui, mais ils sortent aussi tous de Global Young Leaders, qui a été fondé en 2004 par Klaus Schwab, le fondateur de Davos. C'est-à-dire que les politiciens, aujourd'hui, de n'importe quel bord que ce soit dit de droite ou dit de gauche, hein, Mhm. ont suivi le programme des Global Young Leaders. Et quand on regarde la liste des Global Young Leaders, on retrouve effectivement Emmanuel Macron, on retrouve Gabriel Attal, on retrouve Marlène Schiappa. Eh bien oui, elle aussi, elle est passée par le formatage donc, du Global Young Leader. C'est une école de formatage. C'est une école de formatage euh, au service de l'oligarchie financière mondiale, apatride, anglo-saxonne. Ah, il faut comprendre que tous nos politiciens aujourd'hui sont effectivement formatés et ils passent tous par le Global Young Leader, par le programme donc de Klaus Schwab, puisque c'est Klaus Schwab qui a fondé le Global Young Leaders. Je vais revenir sur l'un des plus grands, en fait, cercles. C'est le cercle, en fait, Wagram, qui a été créé en 1975. Et pouvez-vous donner sa composition? Parce que lui, c'est le plus grand cercle qui existe. Le cercle Wagram, Wagram, oui. j'en ai pas parlé de celui-là. Non, vous l'aviez dans l'ancien, dans celui-ci. C'est ça, c'est ça, parce que je me disais dans l'état profond Non, non, français, non, j'en ai non, pas parlé. non, non. Mais D'accord. parce que je pense que c'est celui-ci qui chapeaute un petit peu tout. Et c'est Oui, numéro ben, un au niveau mondial actuellement. oui, bah, enfin le numéro un, oui, si on veut, parce il y a plusieurs numéros un au niveau mondial, hein. Il y a effectivement celui-ci, mais il y en a d'autres. Mais en fait, on est tous dans le même programme, en fait. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des programmes de formatage. C'est-à-dire que tous ces clubs dits secrets, discrets, en réalité, que ce soit au niveau mondial ou au niveau local, sont des clubs de formatage. C'est-à-dire, au sein de ces clubs, ils discutent de l'avenir du pays en question, de la géopolitique et surtout de comment ils vont pouvoir appliquer les ordres arrivant donc d'une oligarchie financière anglo-saxonne. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ces clubs-là, par exemple, vous avez un club inconnu du grand public, c'est le Dolder Club. Le Dolder Club a été fondé en 70 déjà par les grands PDG des laboratoires pharmaceutiques. Et pourquoi ça s'appelle le Dolder? Parce que la première réunion s'est passée dans un palace à Zurich qui s'appelle le Grand Hôtel le Dolder. Donc ils ont gardé le nom. Mais ce groupe est inconnu du grand public, ce club plutôt est inconnu du grand public. En réalité, ils décident avec l'OMS au-dessus et au-dessus de l'OMS, bien évidemment, l'oligarchie financière Mhm. mondiale apatride, parce qu'on en revient toujours à elle, ils décident effectivement des plans de santé sur la planète et qu'est-ce qui va se passer. Alors évidemment, ils se montrent aussi leur dernière Lamborghini à la mode, voir si le rouge va mieux que l'orange, mais en dehors de ça, ils décident vraiment des plans. Donc en fait, tout est... Ils ont Tout, une spécialité. En fait, chaque club peut avoir une oui, spécialité c'est alors. ça. Chaque club peut avoir une spécialité.
Après, il y a des clubs qui sont plus tournés vers effectivement Les la médias, santé, les certains. médias. Bah, les médias, de Oui. toute façon, les médias aujourd'hui, pas besoin d'être dans des clubs, ils sont tous financés par les grands patrons du CAC 40. Donc, ils sont tous inféodés à la finance donc, et subventionnés par nos impôts. Même Le Monde fait encore mieux, puisqu'au-delà des subventions d'État, donc nos impôts, il est aussi financé par Bill et Melinda Gates, par la fondation Gates. Donc Le Monde, en fait, a une double subvention. C'est fantastique. Donc, du coup, quand on parle d'indépendance des médias, ben, eh bien, non, il n'y a pas d'indépendance des médias. Et je parle des médias mainstream ici, Mhm. hein, Oui, non, mais bien bien sûr. évidemment. Si je reviens juste, je reviens encore sur celui-ci de livre. Mhm, Par rapport à cette oligarchie financière, vous dites qu'il y a deux types d'oligarchie financière. Il y en a une oligarchie financière à tendance nationaliste, populiste, mhm, et qui s'oppose à une oligarchie financière à tendance colonisatrice, adepte des courants libertariens et straussiens. mhm. Euh, que sont les courants libertariens et straussiens? Un peu de décodage, Oui. un peu de décodage sur le sujet. Ben, d'un point de vue géopolitique, je pense qu'aujourd'hui, ça a certainement pas échappé quand même à pas mal de gens, c'est qu'il y a un affrontement aujourd'hui entre le monde unipolaire voulu par les USA, l'Europe, puisque nous sommes les vassaux Mhm. des USA, donc les États-Unis, l'Europe, Israël, le Qatar, le Japon et les pays du Commonwealth, ça c'est le monde unipolaire contre le monde multipolaire voulu par la Russie, la Chine et tous les pays qui composent ce qu'on appelle les BRICS, donc c'est-à-dire Brésil, l'Iran, Syrie, etc., etc. Bon. D'un côté, nous avons l'hégémonie du dieu dollar, où les Américains veulent faire perdurer et surtout pas amoindrir leur dollar, puisqu'en fait c'est le dollar qui règne en maître sur la planète. Et de l'autre côté, nous avons effectivement ce groupe des BRICS qui veulent mettre un peu mal l'hégémonie du dieu dollar. Mais le conflit russo-ottanusien via l'Ukraine est l'image même d'un conflit entre le monde unipolaire et le monde multipolaire. Reste à savoir qui va l'emporter. C'est-à-dire, si c'est le monde unipolaire qui l'emporte, on va continuer à être sous la coupe du dieu dollar. Si c'est le monde multipolaire qui l'emporte, eh bien, ça va redistribuer les cartes. Après, on peut me dire, est-ce que ça va être mieux? Ben, de toute façon, on risque rien d'essayer. Parce que jusqu'à présent, on était sous la coupe du dieu dollar. Et moi, si je prends des chiffres, bêtement, depuis le 11 septembre 2001, depuis cette fameuse histoire de 11 septembre aux USA, les forces anglo-saxonnes ont quand même déchaîné au Proche-Orient des guerres incessantes afin de piller les pays du Proche-Orient, générant quand même 4,5 millions de morts civiles, sans compter les morts militaires et les maladies, etc., qui en découlent. C'est pas mal. Mhm. Donc, c'est-à-dire, l'hégémonie anglo-saxonne, je pense que ça a assez duré. D'ailleurs, une petite aparté, quand même, quand on fait le CV des anglo-saxons à travers le monde, c'est pas brillant. On n'oublie pas ici les guerres de l'opium qui ont été quand même générées par les Anglais. Et là, on se replace dans le contexte 1880 à 1890. Les Chinois, les empereurs chinois, parce que la Chine est un pays fédéral, donc il y avait des empereurs dans chaque province, étaient absolument contre l'opium, ne voulaient pas de l'opium en Chine. Beaucoup de gens l'ignorent, mais ce sont les Anglais qui ont forcé les Chinois à adopter l'opium pour mieux pouvoir contrôler d'un point de vue économique la Chine. Résultat quand même de ces deux guerres de l'opium où les empereurs chinois n'ont pas été d'accord, 120 millions de morts. On va entre 120 et 150 millions de morts. Après, si on continue dans le CV anglais, il y a les Indes, enfin ce qu'eux appelaient les Indes, en fait c'est l'Inde. Eh ben, il y a quand même tout le temps où l'Inde a été colonisée par la Compagnie des Indes anglaise, Mhm. etc. 100 millions de morts. Donc on en est, si on ajoute 150 millions à 100 millions, on est déjà à 250 millions de morts. On ajoute à cela 4,5 millions du Proche-Orient. On ajoute à ça la guerre de Corée qui a fait à peu près 1,5 million de victimes. On ajoute le Vietnam qui a fait à peu près 2 millions de victimes.
Ah ben, le palmarès donc, des anglo-saxons commence à être un peu impressionnant quand même. On commence à approcher des 300 millions de morts. Donc, et évidemment, d'un point de vue anglo-saxon, ben, c'est la Fédération de Russie qui est la grande criminelle. Enfin, la Fédération de Russie, elle n'a jamais généré 300 millions de morts, donc, et la Chine non plus. Donc, c'est quand même intéressant de comparer les deux. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que malheureusement, nous sommes dans un tournant de l'histoire. Soit le monde multipolaire va l'emporter, et de toute façon, on ne risque rien d'essayer. Soit c'est le monde unipolaire, et à ce moment-là, toutes les choses vont continuer comme avant, avec encore plus de destruction, encore plus de pillage. Parce que ce qui se passe en ce moment sur la bande de Gaza est une horreur absolue. Donc c'est aussi une des conséquences de toute cette hégémonie anglo-saxonne. Et quelle est leur idéologie Leur idéologie, eh anglo-saxonne, oui. bien, c'est une idéologie basée sur le libertarien straussien, Mhm. ce que je décris effectivement dans Les Démasqués. Bah, le libertarien, c'est un peu, c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire faire, pour imager cela, vous pouvez faire ce que vous voulez tout en écrasant le voisin à partir du moment où vous allez faire du profit, en gros. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, c'est pas tout à fait ça. Bah si, en essence même, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez une société, un empire, industriel, eh bien, vous n'allez pas hésiter à écraser le voisin pour que votre empire perdure. C'est exactement la philosophie libertarienne. Et la philosophie straussienne, contrairement aussi à une espèce de croyance comme quoi Strauss était une personnalité sympathique, c'est vrai qu'il a écrit un livre ou deux qui ne font pas transparaître grand-chose sur ses véritables motifs, mais sauf que à chaque fois qu'il a fait de l'enseignement oral, et en fait, il était surtout spécialisé dans des conférences. Eh bien, à chaque fois, son mot d'ordre, c'était les démocraties ne valent rien. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il vaut mieux fonder sa propre dictature. C'est très intéressant. Donc, l'idéologie libertarienne et straussienne a été effectivement adoptée par tout un courant de ce qu'on appelle les néocons américains, donc les néoconservateurs américains, et adopté, validé et entériné et suivi à la lettre. Voilà un peu leur idéologie. Et c'est en gros, je continue à amasser de l'argent, je continue à contrôler la majorité de la population de la Terre et je continue surtout à les faire consommer. Parce que, au-delà du problème financier, que je décris effectivement dans Les Démasqués, des monstruosités financières telles que BlackRock, Vanguard, etc. Mhm. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi ce qui est très fin et ce qui passe un peu inaperçu, c'est que via les réseaux sociaux, via les moteurs de recherche Google, etc., effectivement, c'est du contrôle aussi déjà de l'information. C'est comme ça que nous sommes censurés beaucoup. Je parle ici de tout ce qu'on peut essayer de dire ou de faire passer sur YouTube ou d'autres réseaux. Mais il y a aussi le fait que chaque personne est fichée de façon à ce qu'on lui fasse consommer ce que eux veulent. Je donne un petit exemple simple, c'est intéressant. Imaginons que vous êtes abonné à Netflix. Ok. Vous avez vos préférences sur Netflix, c'est des films chinois. Tiens, vous aimez les films chinois. Jusque-là, tout va bien. Mhm. Eh bien, c'est enregistré chez Microsoft. Et après, on va vous servir des publicités et de vous inciter à regarder des films chinois. Ça veut dire que toutes vos données personnelles sont analysées, stockées quelque part chez Microsoft, chez là-haut, dans les clouds, vous savez, les nuages qui semblent si insignifiants pour la plupart des gens, mais qui en fait, ils ont toutes vos informations médicales, vos penchants, etc., vos goûts. Et après, ils vous bombardent de pubs sans que vous y fassiez attention pour vous faire consommer ce que eux pensent que vous aimez. Et immanquablement, les gens se retrouvent à acheter des choses, voilà, sans qu'il l'ait vraiment décidé. C'est ça aussi le contrôle de la population de la Terre, de toute la masse des peuples. C'est de les faire aller là où eux, ils veulent que vous alliez. C'est intéressant. Euh, je fais un saut dans le temps. Oui. Est-ce que, comme la guerre de 100 ans, finalement, on était toujours en conflit avec les Anglais, est-ce que ce serait toujours en fait une continuité? Ah ben, c'en est une, oui. De toute C'en est une façon, en fait. la France a toujours fait de l'ombre, à l'Angleterre et à la philosophie anglo-saxonne. Il ne faut pas oublier que la France est un État-nation. C'est un peu
une particularité. Et puis la France a toujours fait de l'ombre à l'Angleterre. La langue française, la francophonie, la France a eu un grand rayonnement au niveau quand même international, au niveau de la culture, au niveau sociétal, au niveau économique aussi, au niveau industriel. On était, je dis bien, je parle au passé, c'est dommage, on était une grande nation. Au niveau industriel, bon, on a quand même fait des réalisations incroyables. Je pense ici au Concorde. Concorde, l'année où cet avion est sorti, dans les années 60-70, c'est une merveille de technologie. Qui a fait cela? La France. Qui l'a interdit? Les Anglais, enfin les Mhm. Anglo-Saxons. C'est toujours pareil, hein. Donc il fallait pilonner la France. Ouais, il faut pilonner la France. Et c'est ce qui est malheureux, c'est que c'est ce qui est en train de se faire. C'est ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, la France, on n'a plus d'industrie. Ça a été bradé à l'encan par Emmanuel Macron. D'un point de vue économique, on s'effondre de plus en plus. On est dans une stagflation aujourd'hui. N'en déplaise à Bruno Le Maire, qui de toute façon n'est aussi ministre de l'économie et des finances que moi, je suis papetier, par exemple. En revanche, il sait écrire des bouquins, mais à part ça, normalement, il devrait être ministre, mais bon, passons. Mais donc, on n'est plus que le reflet de nous-mêmes, et ça, c'est depuis le triumvirat de l'enfer, comme on l'appelle, c'est-à-dire Sarkozy, Hollande, Macron. Je dis pas qu'avant c'était bien, mais avant, on tenait encore un peu la route. Aujourd'hui, depuis Sarkozy, qui nous a trahis en 2005, on se rappelle, traité de Lisbonne, les Français majoritairement votent à 80% non, et Nicolas Sarkozy et son ministre François Fillon, il ne faut pas l'oublier, lui, hein, son Premier ministre, dit, bah, vous avez dit non, nous on dit oui. Ah, fantastique. Et nous sommes apparemment en démocratie. Ah, je ne sais pas, démocratie, ce jour-là, on ne l'a plus vraiment vue. Et depuis, on ne la voit pas. On ne la voit plus. Où est la démocratie aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de démocratie? Ça ne veut strictement plus rien dire. Oui, Voilà. parce il y a la réintégration dans l'OTAN en même temps, Oui, bah en Sarkozy nous a 2009, tout fait. De voilà. toute façon, il nous a trahis avec le traité de Lisbonne. Il nous a réintégrés dans l'OTAN alors que le général de Gaulle nous en avait sorti en 1966, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est vrai que... Merci, monsieur Nicolas Sarkozy. C'est incroyable, incroyable. En plus, il a fait quand même pilonner la Libye, hein, faut pas l'oublier. Il a fait assassiner son président, monsieur Mouammar Kadhafi, quand même, qui a terminé sa vie dans des souffrances atroces. Quand on voit l'état de la Libye aujourd'hui, il n'y a pas photo. C'était un des pays les plus riches au niveau PIB du Proche-Orient, tout comme la Syrie et le Liban d'ailleurs. Quand on voit aujourd'hui où on est la Libye, il n'y a pas photo. Le Liban, malheureusement, Mhm. c'est guère mieux. Quand il y a que la Syrie qui tient encore un peu le coup, mais à quel prix? Donc, quant à l'Irak, a été totalement annihilé par tous les mensonges américains. Si je reviens sur votre livre, par rapport à la haute administration, donc notre État-nation, Mhm. normalement, donc, on a nos hauts fonctionnaires qui sont là pour diriger. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on fait appel à des cabinets extérieurs, L'argent, comme McKinsey, en fait? ben, l'argent. McKinsey qui, Et comment ils arrivent à rentrer, en fait, dans ce système-là? ben, ils entrent parce qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés en Europe aussi par les grands groupes financiers tels que BlackRock, Vanguard, et puis le troisième petit dernier, c'est State Street. Bon, BlackRock, c'est 9 000 milliards de dollars en gestion de fonds d'actifs. Vanguard, c'est 7 000 milliards en gestion de fonds d'actifs, et State Street, c'est le petit dernier, bon, il gère à peine que 3 000 milliards, bon, petite bagatelle. Mais en réalité, tout est géré par ces fonds vautours. Il faut comprendre que BlackRock, par exemple, détient des parts, donc des actions de toutes les grandes entreprises occidentales, y compris nos entreprises du CAC 40. Aujourd'hui, tout est géré, et c'est une politique voulue, par des cabinets conseils. McKinsey est un cabinet conseil qui d'ailleurs, que BlackRock dirige. Mhm. Donc, BlackRock voulant faire main basse d'ailleurs sur notre système de retraite, parce que le PDG de BlackRock, Larry Fink, a eu quelques rendez-vous avec Emmanuel Macron au sujet effectivement de nos caisses de retraite. Mais c'est très pratique pour un État aujourd'hui voilà, on ne gère rien, on embauche des cabinets privés qui nous facturent à prix d'or, parce que McKinsey, c'était faramineux le montant des factures.
pour pondre des rapports insignifiants qui d'ailleurs nous mènent dans le mur, mais en même temps, voilà, ça fait marcher le système. Ça fait marcher le système des fonds vautours, ça fait marcher le système de la haute finance internationale, du grand capital. Ça coûte combien à la France, tous ces cabinets extérieurs? Oula, Vous avez une idée ou pas? j'ai pas Non. le chiffre en tête, mais ça coûte plusieurs millions d'euros. Quand on voit les émoluments, déjà rien que du cabinet McKinsey, c'est plusieurs millions d'euros. Donc, mais ça coûte un pognon de fou. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est la planche à billets. Aujourd'hui, je ne sais pas d'où on peut sortir les millions. On envoie comme ça du jour au lendemain, on envoie 100 millions à l'Ukraine. On ne sait pas. C'est des jeux d'écriture, hein, vous savez. C'est quand même assez extraordinaire. Justement, par rapport à la planche à billets, Mhm. je vais faire une citation que vous avez prise de Napoléon. Oui, C'était: lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie, les financiers ne sont pas des patriotes et n'ont aucune décence. Leur unique objectif est le gain. Donc, comment la France en est venue dépendante à ces sociétés privées? ben, on est venu dépendant parce qu'il y a collusion entre le public et le privé. Il y a l'ombre de la dynastie Rothschild. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron est un ancien de chez Rothschild. Tout comme Pompidou était un ancien de chez Rothschild. La fameuse loi de 73 C'est de ça, Pompidou, de dite Pompidou de jusqu'à Rothschild, eh bien Rothschild. c'est ça. On se rappelle, enfin je ne sais pas si beaucoup de gens vont se rappeler de cette loi, parce que 73 ça date, mais ça a été le commencement de la fin en 73. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, avant cette loi scélérate, l'État pouvait emprunter à la Banque de France à un taux quasiment zéro. Dès la promulgation de la loi de 73, l'État a dû commencer à payer des intérêts en empruntant de l'argent à la Banque de France. Ça a été voulu. Tout a été voulu, encore une fois, pour grossir les portefeuilles et les comptes offshore de toutes les 13 grandes familles les plus riches au monde, dont la dynastie Rothschild. Il y a la dynastie Rockefeller à côté, voilà. Et ce sont eux qui pilotent Vanguard, hein. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ça, je l'ai décrit dans Les Démasqués. Mm. Ce qui a vraiment fondé Vanguard, qui est quand même le deuxième groupe le plus puissant au monde au niveau financier, ce sont les 13 grandes familles les plus riches au monde. C'est-à-dire la dynastie Rothschild, la dynastie Rockefeller, la famille Orsini, la famille Vanderbilt, la famille Dupont de Nemours, la famille royale d'Angleterre, la City de Londres, la famille Morgan. Et récemment, ils ont coopté, parce qu'ils se cooptent entre eux, la famille Bush. Et ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rentrer dans Vanguard. Vous ne pouvez pas acheter, même si vous êtes très riche, une action de Vanguard. Hors de question. En revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. Vanguard est actionnaire de tous les grands laboratoires pharmaceutiques. Vanguard a son nez partout. Mais Vanguard, c'est pas 30 millions de personnes, d'actionnaires à Si, l'intérieur? si, il gère 7 000 milliards d'actifs aussi pour 30 millions d'investisseurs. Mais ceux qui ont fondé Vanguard, les capitaux, au départ, c'est les 13 grandes familles les plus riches. Ils n'apparaissent nulle part. Mais ils sont là. Évidemment, le conseil d'administration, c'est pas eux. Mais ils sont là. C'est eux qui ont fondé vraiment Vanguard. Ils sont au sommet de la planète. D'ailleurs, vous en entendez pratiquement jamais parler. Ils défrayent pas la chronique, hein. La famille Orsini, Mm. que je vous parlais, la famille Vanderbilt, ben, vous les mettez dans cette pièce, ils vont décoller le rideau, là, vous voyez, qui est à côté, là. Puisqu'ils sont invisibles. En revanche, eux ne sont pas visibles. En revanche, tous leurs valets, je dirais, leurs serviteurs, eux, sont visibles. Et les serviteurs, vous les connaissez un peu. Il y a Bill Gates, entre autres, il y a George Soros, il y a tous les GAFAM, Google, Facebook, etc. etc. C'est comme ça que ça marche, en fait. Il y a l'oligarchie financière mondiale au-dessus, donc Vanguard, ce que je viens de décrire. Il y a les valets ultra-africains en dessous, qui, eux, vont travailler dans les domaines de la santé, de la nourriture, de l'écologie, etc., etc. Et après, tous les programmes sont ventilés dans tous les pays occidentaux. Et en fait, tout le système marche comme cela. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, comme les autres, sont des pions, je dirais, des pions qui sont mis là pour faire le travail. Et s'ils le font bien, d'ailleurs, le travail, hein, ils n'ont pas fait d'erreur de casting, hein, Oui, et Emmanuel Macron le fait très bien. parce Ce que, pourquoi il est censé le faire. oui, parce que si je regarde, comme vous dites dans votre livre, euh, avant 1986, la France avait un tiers, un quart des richesses nationales. Mhm. Donc, un quart des richesses nationales. Si je regarde aujourd'hui, on a une dette
de 3 300 milliards Mhm, et vous rajoutez là-dessus un bilan bancaire de 4 000 milliards. mhm. Donc, Ça veut dire qu'on est à plus de 7 000 milliards. 7 000 milliards. C'est intéressant. Et comment on réussit à s'endetter comme ça? Euh, c'est l'argent gratuit, vous savez. C'est la planche à billets. Ça ne veut plus rien C'est dire toutes nos lois? aujourd'hui. Pardon? C'est toutes nos lois? Au-dessus de nos lois? Oui. Oui et non, Est-ce que parce c'est que... l'Union européenne qui fait qu'on va s'endetter comme ça? Oh ben, pas uniquement, c'est une volonté aussi. Vous savez, aujourd'hui, le problème, voilà, c'est que depuis cette explosion donc, des monstruosités financières, c'est qu'aujourd'hui, c'est la valse des milliards. Quand vous voyez ce qui s'échange aujourd'hui sur la planète, des millions de dollars et des millions d'euros, c'est vertigineux. Donc c'est vrai que c'est de la planche à billets. Aujourd'hui, si vous regardez votre compte en banque, si vous avez 50 000 euros sur votre compte en banque, je vous défie d'aller demain voir votre banquier et lui dire: «Bonjour cher monsieur ou chère madame, mes 50 000 euros que j'ai sur le compte, je les veux en liquide, là maintenant, je les veux en cash». Vous allez voir la réponse du banquier. Il va vous dire: «Oh là là, mais c'est pas possible, je les ai pas, on les a pas, vous comprenez, nanani, nanana, je peux vous donner 1 000 euros si vous voulez, et encore, les 50 000, non, vous les aurez pas». Donc en fait, on n'est plus... Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la planche à billets n'est plus... Les euros, tout On comme l'a les plus. dollars, ne sont plus adossés à l'or. On est dans des monnaies virtuelles, quasiment, quoi. Avant, on se rappelle, et même chez nous en France, il y avait le franc or, que j'ai pas connu, hein, mais dans les années avant la guerre de 14, il y a des francs or. Il y a plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, aucune monnaie n'est adossée à l'or. Donc, eh ben, les dettes s'accumulent. Aujourd'hui, ben voilà, ah, mais il y a besoin de 100 milliards pour faire la guerre en Ukraine, allons-y. Il y a besoin de 10 milliards pour financer autre chose, ah ben allons-y. En revanche, il n'y a jamais d'argent pour augmenter le SMIC et jamais d'argent pour augmenter la retraite. Ça, c'est clair. Pour augmenter... parce que ça fait marcher aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand un État, comme les États-Unis, par exemple, ou l'UE ou la France, décide d'envoyer X milliards ou X millions d'euros à l'Ukraine. Il faut comprendre, par exemple, sur 100 milliards, admettons. Les États-Unis, il n'y a pas si longtemps, ont donné 110 milliards à l'Ukraine. Mais il faut comprendre qu'il y a 100 milliards qui restent sur le sol américain. Ils ne vont jamais en Ukraine. Mais ils font tourner, ces 100 milliards de dollars font tourner les complexes militaro-industriels américains. Ils fabriquent des bombes, des tanks, des avions. Il y a 10 milliards qui partent à l'Ukraine sur 110 milliards. Alors, ces 10 milliards ne sont pas perdus pour tout le monde, puisqu'ils vont dans la poche de Zelensky et de tout son gouvernement félon. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand l'UE envoie 70 milliards d'euros, c'est pareil. Il y a 70 qui font tourner les complexes militaro-industriels, l'armement en France ou en Allemagne ou ailleurs. Et il y en a une très faible partie qui part vraiment en Ukraine. Mais tout ça, ça alimente effectivement la machine. Le complexe militaro-industriel, qu'il soit américain ou français, ils s'empochent l'argent. Il ne faut pas oublier qu'en 2024, on est quand même passé de la 3e place à la 2e place juste derrière les États-Unis, je parle de la France là, Les gendarmes. au niveau des ventes d'armes. Et on a un autre record qui n'est pas élogieux en France, c'est qu'en 2024, on est les 2e aussi d'un pays qui consulte le plus de sites pédophiles en ligne et la conception aussi de sites pédophiles en ligne. Donc bonjour les deux records quand même. Entre l'armement et des sites pédophiles, on se serait bien passé de ce genre de record. Ceci explique aussi pourquoi, là où on en est en France aujourd'hui, la déliquescence totale de notre pays de plus en plus. Parce qu'on avait donc un quart donc, de richesse nationale. Maintenant, on se trouve avec une grande dette. Mhm, Et pourtant, on a fait plein de privatisations, mhm. de ventes de nos compagnies comme Air France, par exemple, pour rembourser normalement ces dettes-là. Mais ça a Oui, été mais complètement détourné. bah, bien sûr, mais c'est de toute façon une dette ça ne sera jamais remboursé, ces dettes. Jamais. Comment voulez-vous qu'un État puisse rembourser aujourd'hui 7 000 milliards? En plus, George Soros, via l'UE, ont sorti des obligations perpétuelles. Vous pouvez C'est-à-dire en parler, qu'aujourd'hui... oui, justement. Oui, bah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on donne comme exemple Air France. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, une grosse société peut acheter donc des obligations perpétuelles, ne jamais rembourser le capital, jamais. C'est-à-dire c'est prévu comme ça dans le texte. C'est-à-dire que le capital ne sera jamais remboursé et payer des intérêts tous les mois. Ce qui permet à une entreprise comme Air France ou d'autres
d'avoir de l'argent frais qui arrive, un énorme capital, et de ne jamais rembourser le capital. Incroyable. Ça s'appelle les obligations perpétuelles. Donc on est sur quelque chose de perpétuel. Les dettes ne seront jamais remboursées, bien évidemment. En revanche, ces dettes, on paye quand même des intérêts et génèrent de l'inflation, voire de la stagflation. Stagflation, c'est stagnation économique, et nous sommes en plein dans une stagnation économique, et nous sommes en plein dans de l'inflation. Il faut voir au niveau alimentaire, on en est à quasiment 20% d'augmentation rien qu'au niveau des produits alimentaires. Et je ne compte pas ici le prix de l'énergie, je ne parle pas du prix de l'énergie, le prix de l'essence, enfin, bref. Et par rapport à notre démocratie, ça a un gros impact à notre système Ben, démocratique, de toutes ces toute façon, le choses-là. système démocratique, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus. Nous ne sommes plus en démocratie. Déjà parce que, on l'évoquait tout à l'heure, Nicolas Sarkozy et François Fillon ont foulé au pied la démocratie. Un référendum où tous les gens me votent massivement non et eux, ils disent oui, donc je ne vois pas où est la démocratie. Quant à la démocratie, cette espèce de mot ronflant, ça finit un peu par m'échauffer les oreilles, je dirais, parce que qu'est-ce que nous a amené la démocratie, si ce n'est plus d'impôts sur le revenu et plus d'impôts et une inflation. Parce que c'est ça, en fait. Moi, depuis les 30 Glorieuses, 60, 70, 80, bah, je suis désolé de le dire, mais enfin, il y a une sacrée inflation quand même, hein, rien que par rapport à l'époque du franc et aujourd'hui en euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai vécu le franc. Je suis d'une génération quand même où j'ai été élevé dans le franc, avec le franc, pardon. Et en réalité, moi, je me rappelle très bien, quand on avait 1 million de francs à l'époque, on était considéré comme riche. Et avec 1 million de francs, vous pouviez acheter un château. Aujourd'hui, 1 million de francs, c'est 150 000 euros. Qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui pour 150 000 euros? Vous achetez une petite maison, et encore pas qu'elle soit trop grande, et ça dépend où elle est. En région parisienne, vous oubliez. 150 000 euros, une petite maison, vous oubliez. Donc, il y a quand même une sacrée spéculation, une sacrée inflation quand même. Aujourd'hui, avec 1 million de francs, donc 150 000 euros, vous n'êtes pas considéré comme riche. Du tout. Mm. Alors qu'avant, oui, quand vous aviez 1 million de francs, vous étiez millionnaire. Ah, c'est intéressant. Donc, on voit bien le décalage. En réalité, depuis le passage à l'euro, tout s'est effondré. L'Europe, finalement, ça nous a amené que des déboires. C'est une monnaie spéculative. Et d'ailleurs, il y a quelques chiffres intéressants quand même au niveau de l'Europe. En 96, je crois de mémoire, on en était à 25 millions de pauvres recensés en Europe sur 400 millions d'habitants à peu près à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on en est à 448 millions. Aujourd'hui, on en est, donc de 25 millions de pauvres en 96, on en est aujourd'hui à quasiment 100 millions de pauvres En Europe, hein. en Europe. Je parle en Europe. Ce qui veut dire 100 millions de pauvres sur 448 millions. Donc c'est ça, l'Europe. Fantastique. Ça nous a amené quoi? Plus de pauvreté, plus de paupérisation, c'est pareil, plus de spéculation, plus d'inflation, etc., etc. Donc, merci et bonjour les bienfaits de l'Europe. Je n'ai rien contre une coopération entre les pays européens, ça c'est clair. Une coopération, c'est bien entre l'Italie, l'Espagne, nos voisins, entre l'Allemagne, etc. Mais j'ai tout contre quand ça commence à être du spéculatif. Et là, effectivement, ça ne va pas du tout. Oui, parce que en France, vous dites qu'il y a 15,8 millions qui vivent en dessous du seuil de Oui, pauvreté, hein, tout de même. oui, ça a été cité, on l'avait mis ça en exergue avec mon ami Jean-Loup quand on a sorti Les virus et le président. Notre livre qu'on avait coécrit ensemble, on avait paru de mémoire en décembre 2020, absolument. Oui, oui, 15 800 000 pros, vous savez, c'est très simple en France, c'est des histoires de chiffres et de statistiques. En France, on nous dit, voilà, en dessous de 800 euros par personne de revenus, vous êtes considéré comme pauvre. OK. Mais dès que vous passez 800 euros, donc vous arrivez à 801 euros, vous n'êtes plus dans la catégorie des pauvres. Ah, il faudra m'expliquer quand même la différence de pouvoir d'achat entre 801 euros et 799 euros, si vous voulez. À 2 euros près, je vois pas le truc. Alors donc, en fait, bien évidemment qu'officiellement, ils vous diront, ben non, on n'est pas à 15 800 000 pauvres. Oui, enfin, quand on commence à gratter et à découvrir un peu quand même les véritables informations, on se rend bien compte, oui, malheureusement, il y a 15 800 000 pauvres sur 32 millions d'actifs. Le reste de la population française, ce sont les enfants et les retraités. Donc,
Chaud quand même, hein? C'est assez alarmant, hein. Vous dites également il y a 17 millions de Français qui sont touchés par la crise du logement. Oui, malheureusement. 7 personnes sur 10 refusent de se soigner pour des raisons financières. Oui, Donc il y a une désertification industrielle également. oui. Et justement par rapport à ça, il y a un nouveau label qui vient de sortir, le label ISR, donc investissement socialement responsable, applicable depuis mars 2024. Oui, ça a remplacé le critère d'avant, le l'ESG, je crois, environnement, socialement, je sais Oui, plus quoi, généralisé. Ah bah oui, alors ça, c'est les nouvelles normes écologistes, entre guillemets. Enfin, moi, j'appelle ça de l'escrologie, d'ailleurs, parce que c'est pas du tout... c'est de l'écologie... c'est pas de l'écologie, en réalité. Et c'est vrai que ça, c'est très piégeux, parce qu'une entreprise, aujourd'hui, qui veut avoir des subventions, elle a intérêt à rentrer dans ces cases dans des cases soi-disant environnementales et sociétales. Donc, ce qui fait que si une entreprise ne rentre pas dans ce genre de cases, elle n'aura jamais de subvention. C'est intéressant quand même. Et donc, ça oblige les entreprises à regarder toutes ces histoires soi-disant de mesures écologiques, qui en fait n'en sont pas. Vous savez, le DPE, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Le DPE, quand vous vendez un appartement aujourd'hui, vous voulez le louer, on exige de vous un DPE. Bien. Pour être classé entre A et D, ça c'est très intéressant parce que j'ai posé la question un jour à quelqu'un qui travaille dans une entreprise énergétique comme ça. Parce qu'avec les lois, maintenant, si vous êtes classé en G, vous avez un appartement, vous êtes classé en G, vous n'avez plus le droit de le louer, plus le droit de le vendre. Il faut faire des travaux. Déjà, c'est pas très cool cette affaire. F, ça sera pour 2025 de mémoire, et E, ça va être pour, je ne sais plus, 2027 ou 2030. Alors un jour, j'ai posé la question à un monsieur qui a bien voulu me répondre. Je lui ai dit, mais pour être classé en 3 et D, il faut faire comment? Il faut avoir du triple vitrage, il faut, je ne sais pas, vivre dans un bunker. Il m'a répondu, pas du tout. Vous devez avoir du double vitrage. Il m'a dit, certes, mais il faut juste installer une pompe à chaleur. J'ai regardé, je dis, ah bon? Mais oui, c'est ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui. C'est-à-dire, vous installez une pompe à chaleur, vous serez classé automatiquement entre A et D. Puis il dit, c'est une blague? Non, non, il m'a dit, c'est sérieux. Si vous n'avez pas de pompe à chaleur, même si vous avez une maison très, très bien isolée, bah vous allez hériter du E. Et puis si vraiment il y a des problèmes d'isolation, alors là, vous allez hériter du F et du G. Mais en fait, vous installez une pompe à chaleur, c'est magique. Pof, ça résout tous les problèmes. et on reste dans le label Et vous restez ESR dans à le ce moment-là. label. Et vous êtes classé entre A et D. Alors évidemment, ceux qui sont classés A, je sais pas, la pompe à chaleur, 4 couches de vitres, genre, c'est l'asphyxie totale dans l'appart, mais c'est quand même assez extraordinaire. Donc on voit bien que c'est du grand pipeau, en fait. C'est du pipeau. C'est du pipeau, c'est du violon, quoi. Mais sauf que ça fait marcher le business. Sauf que ça contraint effectivement les propriétaires à faire des travaux. Et c'est pas si simple que ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vendre un bien aujourd'hui immobilier, ça va devenir de plus en plus compliqué. Au fur et à mesure que les années passent, oui, ça va devenir de plus en plus compliqué. Ça va obliger les propriétaires à faire d'énormes travaux et à les financer. Parce qu'on nous Mm. dit, oui, bah, les pompes à chaleur, l'État en prend un bout. Enfin, l'État en prend un bout. Mais il y a un boost à votre charge. Donc, à un moment donné, c'est une véritable escroquerie, en fait, en réalité. Oui, parce que ça touche tous les domaines, même nos véhicules thermiques. Absolument, oui. Ils veulent interdire les thermiques en 2035, je crois. Alors, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Mais bon, avec eux, je m'en méfie comme de la peste. De toute façon, c'est une hérésie, ces voitures électriques. Moi, j'ai posé la question à des gens qui ont acheté des voitures électriques. Je leur ai dit, mais c'est bien, entre guillemets. Vous êtes écologique, faut. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont répondu, on n'a pas fait ça pour l'écologie. On a fait ça parce que l'État nous filait plein de primes pour acheter une voiture électrique. C'est ça le truc. C'est intéressant quand même. Je veux dire, j'ai un ami, son épouse dirige une concession automobile. Sur une voiture de 20 000 euros, 13 000 euros sont payés par l'État s'il achète une voiture électrique. Ça veut dire qu'en réalité, une voiture de 20 000 euros, vous la payez que 7 000 si vous achetez une électrique. C'est remboursé après par l'État.
fantastique. Et en fait, les gens n'achètent pas une voiture électrique par souci écologique, qui de toute façon n'en est pas un. Entre parenthèses, c'est pas plus écologique qu'une voiture à essence, hein, la voiture électrique, puisque avec des batteries qui ne se recyclent pas, il faut des minéraux, pardon, et des terres rares dans les batteries. Ce sont des enfants esclaves au Congo qui produisent. Enfin bon, bref, mais ça, les bobos qui achètent des véhicules électriques, ils en ont rien à faire. Mais ceci dit, c'est surtout parce qu'on leur offre un tas d'avantages. C'est ça le Oui, parce problème. qu'on pourrait également utiliser ce qu'on n'a pas encore développé, c'est le pétrole abiotique. Oui, Si absolument, oui, on bien a sûr. Ben une oui, nouvelle mais perspective ça, ils là-dessus. ne veulent pas en entendre parler. On manquera jamais de pétrole sur la planète. Oui, par Ah rapport à ben ça, oui, c'est ce ah qu'on se rend ben oui, compte. eh ben oui. Mais ça, alors là, c'est une omerta totale. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que vous n'en entendez jamais parler. Je vais finir sur un point. Vous dites qu'il y a deux grands fléaux sur Terre. Mhm. La finance apatride et la pédocriminalité qu'on a vu, mais on ne va pas développer plus que ça. La grande devise des anglo-saxons américains, c'est ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Mhm. La France est profondément touchée, gangrénée par une élite politique, médiatique, intellectuelle, aisée, solidement installée dans ses vastes privilèges. Et pour conclure, vous dites, sans spiritualité recouvrée, l'être humain sera condamné à la précarité et à l'obéissance servile à des élites maléfiques et apatrides. Comment parler de spiritualité à ceux qui en sont dénués? Je crois qu'il ne faut pas leur en parler. Il faut parler de spiritualité à ceux qui sont capables de l'avoir. Et qu'est-ce que vous voulez parler de spiritualité à des élites qui sont totalement corrompues jusqu'à l'os? C'est impossible. Ils ne sont pas du tout versés dans la spiritualité. Je parle de toute cette immense oligarchie financière mondiale, internationale. Et je parle aussi de pas mal de dirigeants, hein, Mhm. que ce soit en France et tout. Ils ne sont pas du tout concernés par la spiritualité. Et vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de garde-fous, quasiment. C'est-à-dire que la justice, alors je vais reparler de la France, mais je pense que dans tous les pays occidentaux, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'une justice qui, normalement, doit être là pour gendarmer et pour faire en sorte que si une personne s'écarte du droit chemin, bah, elle se prend une petite claque sur le museau en lui disant tu restes dans les rails et tu ne vas pas voir ailleurs. Aujourd'hui, tout est permis quasiment sous découvert. Ben non, rien n'est permis. Quand on voit l'affaire Palmade, par exemple, moi je veux bien. Le monsieur, il est quasiment gracié, il va être poursuivi pour blessure involontaire. Enfin bon, il passe des soirées chemsex, chemsex. Chemsex, c'est quoi? C'est chemical, sexe. Chemical, c'est drogue chimique, sexe. C'est-à-dire orgiaque. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, s'il y a des gens qui ont envie de s'adonner à ce genre de plaisir chez eux, j'ai rien à en dire à partir du moment où ça se fait entre adultes consentants. Là où ça ne va plus, c'est quand une personne qui est totalement défoncée prend une voiture et commet un accident, etc., etc. Mais la justice, si elle faisait vraiment son travail, devrait sanctionner, devrait pas passer de la crème. Normalement, quand même, la personne, elle est responsable de ses actes. On est toujours responsable de ses actes. Si Mhm. on se défonce, on sait qu'on est défoncé à un moment donné et qu'on devrait quand même peut-être pas prendre le volant. Bon, voilà. Et donc là, le problème, c'est que la justice, en grande partie, fait de moins en moins son travail. C'est-à-dire il n'y a plus de garde-fou. Donc, bah, ma foi, tout est permis. Mais il est là le problème. Donc, l'éthique, l'intégrité et donc une forme de spiritualité disparaissent de plus en plus. Au bout d'un moment, une société matérialiste qui ne s'adonne qu'à des plaisirs étranges, voire glauques, ça ne peut pas perdurer très longtemps. Vous savez, à un moment donné, ça va finir par s'écrouler. Alors, je ne souhaite pas qu'on en arrive à un écroulement total, parce que ça va être très dur pour beaucoup de gens. Mais c'est pour ça que je dis toujours, il est peut-être temps de se réveiller. Il est peut-être temps de commencer à dire non et de refuser un peu certaines lois liberticides et certains ordres destructifs. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Justement, sur votre livre, en fait, on voit il y a un iceberg. Oui, Est-ce qu'on est comme le Titanic, on l'a percuté en 1912, ou est-ce que on a une chance d'éviter la confrontation? tout dépend de la majorité des gens. C'est-à-dire, on l'a percuté, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'on va couler
comme le paquebot France qui a été touché, coulé, démantelé, ou est-ce que va y avoir un réveil? C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'un réveil. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour se réveiller. Beaucoup de gens se sont réveillés avec la crise sanitaire. C'est bien, j'ai rien à dire contre cela. Mais il faut peut-être aussi maintenant regarder un peu plus avant et regarder un peu plus autour. C'est bien de se réveiller à un moment, ça, je trouve ça très bien, mais c'est mieux de se réveiller avant pour éviter que quand quelque chose arrive, ben, qu'on se le laisse arriver et qu'on se réveille plus tard, quand le mal est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Des crises sanitaires comme il y a eu, il y en aura d'autres. Des crises climatiques avec un embrigadement successif de nos libertés, il y en aura aussi. Ce qu'il ne faut pas croire, hein, tout ce gigantesque maelstrom et cette gigantesque machine est en marche. Je parle d'une machine ici de reconnaissance faciale, de contrôle des esprits, etc. etc. Donc c'est à nous, les citoyens, de Mais dire stop. justement, par rapport à nous, comment impliquer nos jeunes? Est-ce qu'ils Ben, sont vraiment détachés par rapport à la politique, même par rapport aux futures élections qu'on a? je pense qu'il faut Comment les sensibiliser, en fait? il faut les sensibiliser par la communication. Il faut essayer de leur faire lire des preuves. Je n'ai pas de recette magique, mais je pense qu'effectivement, il faut s'y atteler parce que les jeunes sont de plus désaffectés de la politique. Et malheureusement, c'est la politique qui façonne les pays. Donc, à un moment donné, il y a un travail à faire. Mais un travail à faire, c'est aussi de l'environnement familial à le faire. C'est aussi de la part des parents, pas uniquement de l'école et des facultés. En plus, l'école et les facultés, c'est en chute libre aussi, donc aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup aux parents. Mais je veux dire, je comprends, les parents, des fois, courent toute la journée, travaillent, sont dans le métro, ont des vies harassantes, etc. Je comprends. Mais d'un autre côté, il va bien falloir, à un moment donné, essayer de sensibiliser quand même un peu les jeunes, parce que une désaffection totale, c'est pas bon. Avoir le nez plongé dans les portables toute la journée et sur TikTok, par exemple, ça va pas amener grand-chose. C'est ça le problème. Oui, donc il faut redonner une valeur familiale, culturelle, Ben, sociale. je pense que oui, je pense que c'est primordial. Et surtout, de montrer les réelles informations, les véritables informations. Aujourd'hui, les véritables informations, c'est qui les donne? Les médias libres et indépendants, des associations comme la vôtre, Action 19, une poignée d'écrivains qui essayent de faire passer les informations, une poignée de maisons d'édition courageuses. À part ça, qui diffuse réellement les véritables infos? Certainement pas les médias mainstream. Donc, il y a un moment donné, il y a tout un travail à faire, aussi d'information. Et bien, dans ce travail à faire, pour conclure, je vous laisse carte blanche pour exprimer pendant 3 minutes ce que vous voulez faire passer, transmettre comme message, justement. Je pense que c'est un peu souvent que j'en parle, je pense que tout le monde a le pouvoir de dire non. C'est-à-dire que le futur n'est pas écrit. Rien n'est écrit, tout peut changer. Les colosses au pied d'argile que j'ai évoqués tout à l'heure, comme BlackRock, Vanguard, etc., vous savez, ce sont des colosses, mais au pied d'argile. C'est sûr qu'ils ont la finance, c'est vrai qu'ils ont des logiciels, ils ont des ordinateurs, etc. Mais les logiciels et les ordinateurs, ça a des faiblesses. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je veux dire, tout peut changer. Rien n'est acquis. Je veux dire, s'il y a de plus en plus de gens qui disent non, si de plus en plus de gens se mettent à rentrer en désobéissance civile non violente et à contester un peu des choses qui ne devraient pas l'être, je pense qu'effectivement les gouvernements et le gouvernement mondial reculent, ne peuvent que reculer. On l'a vu dans cette histoire de crise sanitaire, ils ne s'attendaient quand même pas de l'autre côté à ce qu'il y ait autant de résistance. Donc ils ont été obligés de composer avec. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de résistance, mais quand même. Donc ce qui veut dire que tout est possible, que rien n'est écrit. Tout peut changer. Ce sont des colosses, certes, mais au pied d'argile. C'est ça qui est intéressant, mais ça dépend de chacun de nous. Eh bien, merci Claude. Je vous remercie d'avoir accepté cette entrevue pour Réaction 19. Merci à vous. Je recommande justement à tous nos électeurs, à tous nos auditeurs de se procurer vos ouvrages. Donc, voilà, Les Démasqués et le dernier, L'État profond français. On peut également vous suivre en fait sur TV ADP Oui, où vous animez une chronique, oui, Libre Parole. oui. Et je terminerai par une petite citation que vous prenez à Einstein
Il n'est pas judicieux de compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. C'est exactement ça. Voilà. Je trouve que c'était une des citations sympathiques d'Einstein. Absolument. Donc, merci Claude d'avoir participé. Merci TMPX aux manettes. Merci Juliette pour les corrections. Merci Françoise pour le chapitrage. Je remercie bien sûr Carlo de m'avoir laissé prendre le micro aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas également à devenir adhérent de Réaction 19. Vous retrouverez toutes nos informations sur le site réaction19.fr. Je terminerai par une dernière citation, toujours attribuée à Voltaire, qu'on retrouve dans le livre de Carlo. Donc, ceux qui peuvent vous faire croire aux pires absurdités pourront vous faire commettre les pires atrocités. Voilà. Concernant Carlo, il vous donne rendez-vous ce jeudi pour un direct très, très, très important, vous allez voir. Voilà. Eh bien, merci et à très bientôt. Merci beaucoup.